Alors, bonsoir à tous. Merci de votre présence. Merci évidemment Marie-Laure pour ton invitation et ta gentille introduction. Donc, je suis ravi d'être là. Effectivement, à ces deuxième, si j'ai bien compris, atelier breton de l'emploi. Donc oui, tu l'as dit. C'est vrai qu'avec un nom Gemiliani, on peut pas imaginer que j'ai du sang breton, mais je suis breton par ma maman. Morbihannaise, Saint-Pierre-Quiberon, et italien par mon père, à 50% donc. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ce que j'ai compris de la Bretagne, c'est que justement, c'était à la fois évidemment une terre où les racines locales, l'ancrage local, les racines bretonnes étaient très très fortes, mais c'est également une terre qui est extrêmement ouverte vers l'international, ouverte aux autres. Et c'est vrai que j'ai souvent travaillé à Paris, mais dans tout mon parcours, et en particulier à l'école à Rennes School of Business, qui est exactement pareil, hein, c'est une école de commerce qui, dès le départ, c'est une des dernières écoles de commerce à avoir le nom d'une ville dans son nom. Parce qu'aujourd'hui, les écoles de commerce, on ne sait plus trop effectivement d'où elles viennent avec les nouveaux noms qu'elles ont adoptés. Et surtout, c'était une école, pareil, hyper fière de ses racines locales, mais également extrêmement tournée vers l'international. Voilà. Le mot ex-directeur général de Cadre Emploi, il est important parce que je ne suis plus chez Cadre Emploi, donc je suis un homme libre, entre guillemets. Donc c'est vrai que ça m'arrange ce soir parce que je vais vous parler de tous les outils. Je vais parler évidemment de plein de concurrents qui ne sont plus concurrents aujourd'hui. Donc j'ai rien à vous vendre. Voilà. Donc je vais partager mon expérience. Évidemment, elle vaut ce qu'elle vaut. Et j'ai tellement rien à vous vendre que du coup, ma présentation, j'ai pris les couleurs. Avant, j'aurais pris les couleurs de Cadre Emploi. Là, j'ai pris les couleurs de produits en Bretagne. Alors, ce qui est très étonnant, quand j'ai fait l'exercice, donc je vois ce logo que je connais évidemment parce que je le vois sur plein de produits. Et puis je fais l'exercice, je mets les couleurs bleues, je mets les couleurs jaunes. Et là, évidemment, produits en Bretagne, je pense aux racines locales. Mais aussi tout de suite je me dis mais c'est fou, c'est le drapeau de l'Ukraine. Voilà. Donc pour évoquer à la fois ce côté très local et international, j'ai eu une pensée aussi évidemment pour le partenaire que j'avais en Ukraine, parce qu'il faut savoir que Cadre Emploi a monté un réseau de sites emploi dans 140 pays dans le monde. Certes, il y a des réseaux internationaux, mais il y a aussi des acteurs locaux. Et sachez que le site emploi leader en Ukraine, vous le connaissez peut-être pas, il s'appelle Robota. Robota en ukrainien, ça veut dire travail, et c'est robota.ua. On voit pas très bien là sur la slide. Et c'était mon partenaire. Et je pense très fort aux 300 collaborateurs de Robota, voilà, qui vivent des heures évidemment difficiles. Donc après vous avoir parlé de ça, évidemment, je vais vous parler moi d'une autre guerre qui est évidemment beaucoup moins grave, qui est la guerre des talents. On en a parlé à l'instant. Alors, c'est vrai que cette guerre des talents, il faut comprendre le contexte. Pourquoi on en est arrivé là? Oui, c'est structurel, mais c'est conjoncturel et structurel. Et c'est vrai que ça oblige tous les recruteurs à complètement repenser leur manière de recruter, leur manière d'attirer, évidemment, leurs futurs talents. Pendant des années, on a attendu, on était tous pareils, que les candidats arrivent. Voilà, il y avait beaucoup de chômeurs, etc. Donc on attendait que les candidats viennent. Aujourd'hui, ils viennent pas naturellement, donc il faut aller les chercher. Mais il faut comprendre ce contexte. Pourquoi il faut comprendre ce contexte? Parce que si vous êtes des patrons d'entreprise, vous allez le comprendre directement. Et si vous êtes des opérationnels, la fonction RH, c'est hyper important que vous puissiez expliquer pourquoi. Et c'était déjà compliqué, même il y a encore quelques années, quand vous expliquiez à votre patron, j'ai du mal à recruter. Alors évidemment, le premier réflexe, c'est de dire mais c'est pas possible. Il y a 10% de chômage à l'époque. Il y a plein de chômeurs. C'est pas possible. Tu peux pas avoir du mal à recruter. Et pourtant, c'était déjà la réalité. Et vous allez voir qu'avec les chiffres que je vais partager avec vous juste après, vous allez comprendre évidemment que c'est encore plus difficile aujourd'hui. Donc, je rappelle le contexte de la guerre des talents. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de faire, et c'est évidemment ce qu'on m'avait demandé, un panorama des outils actuels. Donc, je vais beaucoup parler d'outils sur Internet. Et vous, évidemment, mesdames, vous pourrez compléter tout à l'heure avec d'autres outils. Et donc, en parlant des outils actuels, et puis évidemment, en parlant des outils futurs. Alors c'est très très difficile de faire de la prospective RH, mais je vais vous parler des tendances, des 10 tendances que j'ai identifiées sur le futur, et en illustrant avec des outils. C'est pas spécialement les meilleurs toujours, mais c'est ceux que moi je connais et que je pense qu'ils peuvent apporter quelque chose évidemment d'intéressant. Ça va jusque-là ? Parfait. Alors, le contexte de la guerre des talents. Donc,
Déjà, pour planter le décor, ce qu'il faut savoir, c'est que le niveau de création d'emplois en 2021, il a été un niveau historique. On n'avait jamais créé autant d'emplois. Je vais vous montrer juste après comment. Le recrutement des cadres, Marie-Laure étant présidente de l'APEC en plus, il devrait à nouveau atteindre son record historique en 2022. Le taux de chômage, il est historiquement bas. Vous allez le voir, fin 2021. Et en plus, il est encore un peu plus bas en Bretagne et encore plus bas pour les cadres. Et enfin, comme les candidats, vous l'avez compris, avec un tel contexte, ont le pouvoir, ce qui est compliqué pour les recruteurs, c'est qu'il n'y a jamais eu, en plus, autant d'outils à potentiellement choisir pour attirer les talents. Donc il y a une espèce de jungle d'acteurs alors dans ce qu'on appelle la HR Tech. HR Tech, c'est tout ce qui touche de près ou de loin les ressources humaines et qui se trouve sur Internet. Il y a 800 start-up ou scale-up, donc entreprises de la tech, qui s'intéressent aux ressources humaines. Et sur ces 800, dans la job tech, c'est-à-dire ce qui touche de près ou de loin le recrutement, il y a 300 sociétés. Donc c'est pour ça que vous êtes souvent sollicité, et puis c'est pour ça que c'est super compliqué de choisir, parce que choisir laquelle, quand on ne connaît pas spécialement les outils, c'est pas évident. Donc pour rentrer dans le détail du contexte, donc le premier élément dont je vous parlais, les créations d'emplois. Donc là, ce que vous avez derrière moi, ce sont les créations d'emplois en France. Alors création, c'est en bleu. Il y a certaines années, quand le taux de croissance que vous avez en noir n'est pas suffisant, il y a même des destructions d'emplois. Et ça vous montre ce qu'on vient de vivre. Moi, ce que j'avais jamais connu en plus de 20 ans à la tête de Cadre Emploi, c'est-à-dire une crise hyper forte et une reprise encore plus forte. Donc c'est ici, on est en 2020, crise sanitaire, taux de croissance moins 8%. 350 000 destructions d'emplois en France. On n'avait jamais connu ça, même en 2009, qui était la dernière année de crise, où il y avait eu 250 000 destructions. Et ce qui est impressionnant, mais c'est lié probablement à toutes les mesures aussi qui ont été faites d'aide pour éviter que l'économie s'écroule, une croissance de 6,6% en 2021, une reprise très très forte, et 650 000 emplois créés en France. Moi, depuis que je suis sur ce marché, j'avais jamais connu évidemment 650 000, donc c'est un record historique. Donc tout le monde s'est mis à recruter en même temps, c'est le cas de le dire, en 2021. Alors ça, c'est pour le marché de l'emploi en général. Alors évidemment, sur les 650 000, il y a beaucoup de tertiaires, 570 000 dans le tertiaire, mais à noter quand même, il y a même eu des créations d'emplois dans l'industrie, 21 000, alors que depuis des années, il y a plutôt des destructions d'emplois dans ce secteur. Je bouge. Oui, je sais qu'il y a une captation. Pardon, je suis désolé. J'essayais de pas trop bouger. Je vous parle aussi des cadres. Les cadres, alors ça, c'est la source APEC. Marie-Laure, j'ai repris les sources APEC. Donc là, vous avez les créations d'emplois cadres depuis, pareil, une quinzaine d'années. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Que le niveau record, c'était en 2019, plus de 280 000 recrutements de cadres. C'est quand même le double par rapport à 10 ans avant, l'année 2009, où il y en avait à peu près 140 000. Et donc, il y a eu une baisse, évidemment, en 2020, à peu près 20%. Donc, il n'a pas été aussi forte pour les cadres que pour le marché de l'emploi en général. Et on devrait retrouver, en tout cas, ce sont les prévisions de l'APEC, le niveau... comment ? Et alors, magnifique, donc merci de ce scoop. Donc on devrait donc en 2022 connaître le record historique de recrutement de cadres en France. Mais bien sûr... Depuis l'année dernière... Et je sais, vous entendez Marie-Laure ? Depuis l'année dernière, une donnée très importante qui vous montre que structurellement les choses évoluent. Il y a plus de cadres en France qu'il n'y a d'ouvriers. C'est-à-dire qu'en 2021... En 2021... les courbes se sont croisées. Il y a désormais plus de salariés qui ont le statut cadre en France qu'il n'y a d'ouvriers. Et donc, ça interpelle. Ça interpelle à plusieurs niveaux d'ailleurs. Donc, parce que cadre est un statut avant d'être finalement à un niveau de responsabilité, d'autonomie, d'encadrement, de management. Donc, ça nous pose aussi un problème... il n'y a que 60% des cadres qui encadrent. Il y a 40% des cadres qui n'encadrent pas. Voilà, bon, c'était juste c'est une plus parenthèse, un statut, effectivement. Tu prends une source de l'APEC. Ah bah bien sûr, je ne pouvais pas faire autrement. Qui, pour rebondir sur le propos introductif de Thibault, a aussi le logo de les mêmes couleurs que produit en Bretagne et que le drapeau. Ah oui, c'est vrai. Bien vu.
Alors, taux de chômage, donc historiquement bas. Donc là, vous avez le taux de chômage fin 2013, 10,5%. Hein, c'était le plus haut depuis les années 2000. Et puis, il est redescendu à 7,4%, ce qui est un niveau, évidemment... alors, historiquement bas, qui est à peu près celui de 2008, avant la crise financière de l'époque. Et donc 7,4% de taux de chômage au global. Pour la Bretagne, ça veut dire, on n'a pas encore le chiffre sur fin T4, mais on l'a sur fin T3, c'était 6,5%. Donc je pense que probablement en fin d'année, le taux de chômage en Bretagne devait être à 6%. C'est la région en France qui a le taux de chômage le plus bas, faut le savoir. Et pour les cadres, vous voyez que le taux de chômage était à 3,4%. Donc en dessous de 5%, de taux de chômage, on appelle ça le plein emploi. Donc les cadres sont dans une situation de plein emploi. C'est pour ça que c'est très compliqué de les recruter. Ce ne sont pas les seuls à évidemment connaître ça, puisqu'il y a des tensions dans plein de métiers, mais c'est particulièrement évidemment le cas pour les cadres. Pour les jeunes, on voit qu'on a un taux de chômage à 15,9% fin 2021. Alors ça paraît élevé, mais c'est le plus bas historique depuis 1981. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a eu une politique très offensive sur l'apprentissage, et il y a eu dans le même temps 718 000 contrats d'apprentissage qui ont été signés l'année dernière, en 2021, et ça devrait continuer en 2022, et je reparlerai effectivement de l'apprentissage tout à l'heure. Alors, voilà pour les chiffres, je vous en mets pas des tonnes, mais c'est juste pour avoir les quelques grands repères que vous devez avoir, et qu'il ne faut pas hésiter à partager aussi en interne avec vos patrons, avec les opérationnels, quand ils ne comprennent pas pourquoi vous n'avez pas recruté. Ou en tout cas, il faut mettre plus de moyens, par exemple, pour recruter. Alors, les acteurs. Donc là, qu'est-ce que je vous ai présenté ? Ça, c'est une cartographie de l'innovation RH en France qui est faite par le Lab RH et Conviction RH. Ça date de fin 2019. Et il y avait à l'époque, je vous disais, 800 entreprises sur la HR Tech. Et là, c'est uniquement la Job Tech. Donc il y avait 300 acteurs qui s'occupaient de près ou de loin du recrutement. Donc c'est super compliqué. Comment choisir l'un plutôt qu'un autre ? En plus, ce qui est d'autant plus compliqué, c'est qu'il y a des outils qui fonctionnent pour certaines entreprises, pas du tout pour d'autres. Donc, alors vous pouvez pas tout tester non plus. Donc, ce que je vous propose dans cette deuxième partie, c'est de vous faire un panorama des outils actuels. Donc, je vais surtout me concentrer sur les outils Internet, mais il y en a aussi en dehors d'Internet. Et ce que je vous propose, c'est de partager avec vous les outils les plus importants. Encore une fois, j'ai plus ma casquette cadre emploi, j'ai ma casquette DEX, donc je peux avoir un rôle plus d'observateur. Et donc, ce sont vraiment les plus importants, à la fois en termes d'audience, en termes de nombre d'offres, en termes de CV et en termes de chiffre d'affaires, ce qui veut dire qu'ils ont des clients. S'ils ont des clients, ça veut dire que les clients reviennent, donc ça fonctionne. Mais encore une fois, il n'y a pas d'outil miracle. Et je vous les cite. Alors, en les organisant, je me suis adapté à Produits en Bretagne. Donc, j'ai commencé par les sites produits en Bretagne. Ensuite, les sites produits en France, acteurs privés. Ensuite, les sites produits en France, acteurs publics ou semi-publics, parce que l'APEC, c'est semi-privé, enfin, c'est semi-privé ou semi-public. C'est privé même, tu dirais, non ? 95% du budget de l'APEC est financé par les salariés et les chefs d'entreprise. Tout à fait. Et puis, enfin, produit à l'international, parce qu'en fait, sur ce marché, il y a beaucoup d'acteurs aussi étrangers qui ont pris des places. Marie-Laure a cité LinkedIn, et il y en a un certain nombre d'autres. Et puis, je vous les présente par positionnement, c'est-à-dire généraliste, si vous cherchez tout type de poste, cadre, si vous cherchez plus des jeunes diplômés. Et puis, il y a certains acteurs, et ça va nous inspirer pour les outils de demain, qui ont plus un positionnement par rapport à l'image employeur, la marque employeur. Alors, ça se trouve, vous les connaissez tous ou pas, donc je vais vous les passer rapidement. Donc, produits en Bretagne, par exemple, voilà, tout à fait. Donc, il y en a deux. Il y a WestJob qui est leader, on va dire, sur son positionnement. Et puis j'ai quand même évidemment positionné son challenger, West France Emploi. Alors WestJob, la particularité, c'est qu'en fait aujourd'hui vous pouvez pas passer d'annonce sur WestJob tout seul. C'est-à-dire que WestJob fait partie de Région Job. Région Job, donc c'était un site local qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Hello Work, qui est à Rennes, donc c'est pour ça que je dis produit en Bretagne, et qui lui-même d'ailleurs appartient au Télégramme. Voilà. Comme ça, t'as vu, je fais pas d'impair, je parle du Télégramme et de West France. Voilà. Et West France Plan Emploi, évidemment j'en parle, parce que moi quand j'ai commencé sur ce marché de l'emploi il y a très très longtemps, évidemment dans l'Ouest c'était les petites annonces emploi de West France le samedi, avec d'ailleurs au-delà des annonces des pages super bien faites aussi sur les métiers. Je m'en souviens très bien. Et donc à West France Emploi, il y a un nouveau patron qui vient d'arriver. Il y a eu pas mal de patrons différents ces dernières années, Thibaut Papin, et qui m'a fait très bonne impression, donc à suivre. Donc voilà les deux
deux acteurs qui sont locaux. Mais au-delà d'être produit en Bretagne, Hello Work est également donc produit en France. Alors, je vais d'abord parler des acteurs privés qui sont plutôt payants, puis vous verrez après les acteurs publics sont plutôt gratuits. Et Hello Work aujourd'hui, c'est le leader généraliste, le leader français généraliste avec l'ensemble de ses sites. Il touche à peu près 4,5 millions de visiteurs uniques par mois, donc c'est beaucoup. Et ils ont un système en fait d'abonnement. Vous allez vous abonner, mais vous êtes peut-être tous déjà clients, hein, j'en sais rien. Voilà. Et donc vous avez un système d'abonnement, soit au niveau off, soit au niveau évidemment CV. Enfin, vous prenez un abonnement global et qui permet d'accéder à l'ensemble de leurs solutions. Alors il y a un challenger sur le positionnement généraliste. Encore une fois, je vous parle des acteurs français. Météo Job, qui fait partie d'un groupe qui s'appelle Clever Connect et qui s'est aussi pas mal développé ces dernières années. Il y a beaucoup d'offres, 300 000 offres d'emploi sur Météo Job. Et alors c'est moins fort en trafic, mais ça fait quand même 1,5 million de visiteurs uniques. Ça, c'est sur les acteurs généralistes. Sur les cadres, donc là je cite Cadre Emploi, mais dedans ou en dehors, je dois reconnaître que voilà, c'est le leader français sur les cadres. 1,5 million de visiteurs uniques, donc à peu près le même trafic de Météo Job, mais uniquement sur la partie cadre. Sur les jeunes diplômés, vous avez un site qui s'appelle Job Teaser, qui n'a pas un trafic énorme, mais qui est hyper connecté avec toutes les écoles de France et de Navarre et qui en plus a des tarifs qui sont assez faibles de quelques centaines d'euros et qui permettent de toucher évidemment les jeunes diplômés. Et puis évidemment, impossible, même si je parle des outils d'aujourd'hui, et que vous verrez, je vais en reparler tout à l'heure pour les outils de demain, de ne pas citer Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle, donc c'est un site français qui a 1 million de visiteurs uniques maintenant par mois et qui, lui, a fait le choix de partir de l'image employeur. Donc on ne part pas des offres d'emploi, il vous oblige à travailler votre image employeur et on verra comment tout à l'heure, j'aurai l'occasion d'en reparler dans les tendances de demain. Alors, les sites produits en France, publics, semi-privés, donc l'avantage, c'est qu'ils sont gratuits. Donc autant essayer. Pôle emploi, c'est 10 millions de visiteurs uniques par mois. Alors évidemment, les gens n'y vont pas uniquement pour trouver des offres d'emploi, ils vont s'inscrire, ils vont s'actualiser. Mais effectivement, peut tout à fait être un partenaire. Je ne sais pas si dans la salle, il y a quelques années, en fait, c'était obligatoire de passer toutes ces offres d'emploi sur, à l'époque, ça s'appelait l'ANPE. Et puis bientôt, une fois que vous aurez tous Pôle emploi en tête, ça s'appellera peut-être, ça va dépendre des élections, France Travail. Voilà. Tout le monde passe sur Pôle emploi, vous passez tous vos offres sur Pôle emploi? Alors ceux qui passent pas, levez la main. Je suis pas de Pôle emploi, vous inquiétez pas. D'accord. Oui, donc il y a quand même pas mal de... Oui, il y a au moins 90% des gens qui passent sur Pôle emploi. Et également, donc positionnement là plus cadre, l'APEC. Alors en termes de trafic, c'est à peu près 700 000 visiteurs uniques par mois. Donc c'est... mais je suis sûr qu'avec ton arrivée, ils vont booster tout ça. Et il y a surtout 150 000 offres d'emploi aujourd'hui sur l'APEC, ce qui est énorme par rapport à ce que j'ai pu regarder il y a quelques années. Donc, deux sites, évidemment, très importants, publics, gratuits, et qui doivent évidemment faire partie du dispositif. Et puis, il y a les produits internationaux. Donc là, ce ne sont pas des produits français. Et malheureusement pour nous, Français, les deux leaders de ce marché sont américains, ou en tout cas d'origine américaine, puisque Indeed appartient à un groupe japonais qui s'appelle Recruit. Donc c'est Indeed et LinkedIn. Tu parlais de LinkedIn tout à l'heure. Donc là, effectivement, gros leader. Indeed, c'est 6 millions de visiteurs uniques par mois, 175 000 offres d'emploi, avec un modèle alors qui est un peu déroutant parfois pour les entreprises, puisque si vous avez un site entreprise, naturellement, Indeed peut aller scroller votre site entreprise et récupérer vos annonces. Donc en fait, c'est un modèle, on appelle ça freemium, c'est-à-dire qu'il y a une partie, ils vous reprennent vos annonces en gratuit, mais comme il y a, je viens de le dire, 175 000 annonces, évidemment, si vous voulez émerger, être un peu plus visible, ils vont vous proposer des produits de mise en avant. Voilà, donc vous allez, mais c'est un peu comme sur Google, quand vous voulez être mieux référencé, vous allez acheter des annonces sur Google, c'est exactement le même système de mise en avant. Donc Indeed est sur ce positionnement-là. Il y a un autre acteur aussi qui est sur ce positionnement-là, c'est Talent.com. Je ne sais pas si vous connaissez. Talent, avant ça s'appelait Nuevo. C'est un métamoteur, pareil, comme Indeed. Ce sont des Canadiens. J'en parle parce qu'ils viennent de lever 120 millions de dollars, là, donc ils vont réinvestir, je pense, pas mal en France, qui est leur troisième marché au niveau mondial. Et pareil, avec un modèle, évidemment. Alors,
de mise en avant et au clic. Alors c'est compliqué parce qu'on maîtrise pas trop les clics. Donc j'ai un peu creusé. Donc par exemple pour 500 €, ils proposent 16 000 clics pour 80 CV. Voilà, ça va. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Tout dépend de vos besoins. Mais en tout cas, ils sont Indeed comme Talent à peu près sur le même modèle. Mais retenez qu'Indeed est le leader avec 6 millions de visiteurs uniques et Talent ne fait aujourd'hui que 1,2 million de visiteurs uniques. Donc c'est un challenger. Voilà. Je cite également dans les acteurs généralistes Le Bon Coin. Le Bon Coin qui, en termes de trafic, est moins important qu'un certain nombre d'acteurs dont je viens de vous parler. Sur la partie emploi, hein, évidemment, ils font 2 millions de visiteurs uniques. Et c'est vrai que c'est troublant parce que autant sur l'immobilier, sur l'automobile, c'est vraiment le numéro 1 en France de loin. Autant sur l'emploi, ça peut marcher, sincèrement. Donc vous pouvez en plus essayer. Je crois que pour une entreprise, les 5 premières annonces sont gratuites. Donc vous verrez, ça fonctionne ou pas. Mais ils n'ont pas pris la place qu'ils ont dans l'immobilier et l'automobile. Alors est-ce que, moi je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est parce que, comme ils sont positionnés sur le côté occasion, c'est la bonne occasion, bon, moi je cherche pas un job qui est une bonne occasion, je cherche le job de mes rêves peut-être, mais en tout cas je suis un peu, voilà, je cherche un peu plus à me transcender sur mon emploi. Donc est-ce que c'est pour ça qu'il y a un frein? En tout cas, ça fait partie des acteurs, mais il est un peu moins puissant qu'il ne peut en avoir l'air sur d'autres thématiques. Et puis j'ai cité quand même Monster, qui est... Pardon? Il n'est pas français, le Bon Coin? Ah ben non. Ah ben non, pas du tout, c'est un groupe norvégien, Schibsted. Ah non, non, bien sûr. Ah ben non, mais c'est ça qui est magnifique. C'est pour ça que là, on est produit en Bretagne. Voilà. Ben c'est comme si oui, un produit étranger disait je suis produit en Bretagne. Voilà. Le Bon Coin, c'est pas français. Ouais. Norvégien, Schibsted. Oui, je sais, ça fait bizarre. Ben oui, mais et ceci dit, ils payent une grosse partie de leurs impôts en France. Alors, oui, c'est rarement su ça. Comme Se Loger, par exemple. Se Loger dans l'immobilier, c'est pas français. Ça appartient à Axel Springer, qui est un groupe allemand. Voilà. Alors, bon, je parle quand même de Monster, mais c'est vrai qu'il a beaucoup baissé en trafic. C'est à peu près 600 000 visiteurs uniques, et ça appartient au groupe Randstad aujourd'hui. LinkedIn, bon, on en a parlé. Alors LinkedIn en termes de trafic, je vous ai dit dans les grandes masses, Indeed 6 millions de VU, Pôle emploi 10 millions de VU, LinkedIn c'est 18 millions de VU par mois. Voilà. Alors, on n'y va pas que pour regarder des offres d'emploi. On y va pour se connecter, mesdames, pour faire connaissance, pour développer son réseau. Mais c'est vrai qu'ils sont extrêmement puissants. La partie offre, les prix sont pas très chers en fait en affichage, hein, parce que c'est 10 $, parce que c'est en dollars, 10 $ par jour ou 300 $ par mois, donc ça paraît pas cher, mais pareil, il y a des produits de mise en avant, etc., etc. Ils sont malins, mais force est de constater, voilà, c'est devenu évidemment un incontournable de ce marché. Et puis je cite un autre acteur sur la marque employeur, Glassdoor, je ne sais pas si vous connaissez. Donc Glassdoor, gros trafic aussi, hein, 1 million de VU. Ils sont vraiment sur la réputation des entreprises. Regardez quand même, parce que il y a pas mal de candidats qui vont sur Glassdoor pour voir quelle est la réputation de votre entreprise. Donc après, on peut pas non plus toujours avoir... Il y a toujours des gens contents et pas contents dans une entreprise, mais ça vaut le coup de regarder. Et pour la petite histoire, Glassdoor a été racheté par le même actionnaire qu'Indeed, c'est-à-dire le groupe Recruit qui est japonais. Et donc, j'avais cru comprendre qu'ils allaient se rapprocher ou fusionner, mais pour l'instant, en tout cas, ça fait partie du même groupe. Ils n'ont pas encore complètement fusionné. Mais voilà, en tout cas, les acteurs internationaux qui sont très, très importants en France. Voilà, donc j'ai parlé du local, j'ai parlé du national, j'ai parlé de l'international. Sincèrement, il y a plein d'autres outils, hein. Là, les outils dont je vous parle, c'est les plus importants, c'est ceux qui fonctionnent plutôt bien. Maintenant, compte tenu du contexte de guerre des talents, ils ont connu, comme tout le monde, depuis quelques mois, des baisses de candidatures de manière assez forte. Donc évidemment, ils font de la pub, ils poussent leur algorithme à fond pour évidemment générer les candidatures, mais c'est sûr que beaucoup d'annonceurs parfois ont eu l'impression de dépenser plus ces derniers mois pour recruter moins. Ce qui est quand même bizarre, évidemment. Et au-delà de ça, et c'est ça qu'on va voir dans cette troisième partie, l'idée, c'est, évidemment, il y a ces acteurs-là, mais c'est d'ouvrir un peu ces chakras et d'aller vers d'autres outils. Alors j'ai appelé ça les outils de demain. Sincèrement, dans les outils de demain, il y a des outils qui existent déjà aujourd'hui, mais sincèrement, qui auront, à mon avis, beaucoup plus d'impact pour, justement, attirer les talents dans ce contexte, évidemment, qui est très, très compliqué. Alors... ça va jusqu'à maintenant? Vous me dites si je vais trop vite. Alors, les 10 tendances
des outils de demain. Et je regarde le timing aussi pour être dans le temps. Alors, bon, je l'ai dit tout à l'heure, c'est super difficile de faire de la prospective RH, mais ce que je vous propose, c'est de partager avec vous les 10 tendances, des outils de recrutement d'aujourd'hui, de demain, bon, métaverse, c'est même d'après-demain. Et je vais vous citer des acteurs, alors plutôt des produits bretons quand je peux, mais produits en France, on va dire, et qui permettent vraiment d'aller chercher les candidats. Voilà. Et je pense que c'est important, derrière les outils que je vous présente, de surtout bien se dire, est-ce que j'ai travaillé ces différentes tendances? Alors, je les cite, et puis après on va rentrer dans le détail. Le premier, c'est la marque employeur, la culture d'entreprise. C'est vraiment si vous voulez, ce qu'on vient de voir avant, c'est des sites sur lesquels vous diffusez des offres d'emploi. Aujourd'hui, ça suffit plus, parce que les gens ne viennent pas naturellement. Donc, il faut aller les chercher. Il faut être meilleur que les autres, il faut être différenciant. Donc, il faut faire plus d'efforts, évidemment, que juste rédiger quelques offres d'emploi. Donc, pour moi, le premier réflexe, c'est la marque employeur, et c'est être capable de retranscrire ce qu'est la culture de votre entreprise à l'extérieur. Ce qui n'est pas évident, parce qu'il y a plein de sociétés où la culture d'entreprise, on la vit, on ne l'exprime pas à l'extérieur. Voilà, moi quand j'étais par exemple au Comex du groupe Figaro, je venais pas en jean et en basket, ça aurait pas été, on m'aurait dit ça va pas, voilà, c'était pas dans la culture de l'entreprise. Car Emploi c'était différent, c'était une boîte sur internet, mais ce que je veux dire c'est que chaque société a ses codes, sa culture d'entreprise, et il faut être capable de la projeter à l'extérieur pour que quand les gens vont arriver, vous allez déjà galérer à les faire venir, mais quand ils arrivent, il faut que ça soit sincère. Ils se disent, ce qu'on m'a dit, c'est bien ce que je trouve dans l'entreprise. Donc, marque employeur et culture d'entreprise. 2, j'utilise un terme anglais, ATS, outil de gestion de candidature, je vais y revenir après. 3, outils de multidiffusion. 4, programmatique, je ne sais pas si vous connaissez, on va en parler. 5, soft skills. 6, cooptation. 7, intérim 100% digital. 8, freelance. 9, alternance, j'en ai parlé tout à l'heure. Upskilling, reskilling, excusez-moi, il y a plein de mots anglais, mais je vais vous expliquer tout ça. Et enfin, le métaverse en 10. Sincèrement, c'est plus des outils d'après-demain, mais bon, c'est rigolo de terminer avec ça. Alors, donc je vais vous détailler maintenant chaque tendance, et je prends à chaque fois un outil en exemple. Donc, la marque employeur, le premier réflexe par rapport au thème de la conférence aujourd'hui, qui était de repenser ces outils de recrutement, ce qui est évidemment, à mon avis, la première chose à faire, c'est de repenser justement sa marque employeur et sa culture d'entreprise au regard justement du contexte dont je viens de vous parler en introduction. Ce qui est très marquant, je trouve, c'est que le recrutement est en train de plus en plus de s'inspirer de ce que vous faites, de ce que vos sociétés font en matière de marketing. Ce que vous faites pour vos produits, en fait, il va falloir le faire pour vos talents et pour vos collaborateurs, comme vous le faites pour vos consommateurs. Je le dis d'autant plus que pour moi, Produit en Bretagne, c'est une marque, c'est un repère pour les consommateurs. Donc vous avez ce réflexe en tant que membre du réseau Produits en Bretagne, même si je crois que c'est ce soir ouvert à tout le monde, vous avez ce réflexe par rapport à vos produits, marketing évidemment, et là on va voir que il va falloir traiter finalement ces candidats comme ces consommateurs. Alors le moyen de le faire, c'est quoi ? Alors, je reprends l'exemple de Welcome to the Jungle parce que c'est le site qui vous oblige à penser votre image avant de communiquer les offres. Voilà. Il y en a d'autres, mais c'est un site évidemment important. Alors, au départ, ils ont commencé surtout avec des startups. C'était très ambiance start-up. Et puis de plus en plus, maintenant, il y a plein d'entreprises. Et l'idée, c'est quoi ? C'est pas de copier ce que vous voyez sur les start-up si c'est pas la culture de votre boîte. Vous n'êtes pas obligé de mettre un baby-foot et de porter des baskets pour dire on a une culture de start-up. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est est-ce que la culture que vous allez projeter, elle est sincère, elle ressemble à la réalité de l'entreprise. Donc là, pour ça, il y a plein de possibilités. Si vous êtes un patron ou si vous avez un patron qui est sensible à l'impact, et je pense que c'est déjà le cas de ce réseau finalement. À partir du moment où on met en avant le côté local, on a une conscience de son impact local, sociétal, environnemental. Donc pour ça, il y a un super outil, c'est la raison d'être. Et là, on n'est plus sur Internet, qui est apparu dans la loi PAC. C'est Jean-Dominique Sénard et Nicole Notat qui ont introduit dans la loi PAC la raison d'être. Faire sa raison d'être, c'est un truc génial. Mais il ne faut pas le faire, c'est pas juste de la com. Il faut vraiment que ça soit sincère. La raison d'être, c'est quoi ? C'est ce qui doit exprimer ce qui est votre société. Et en Bretagne, il y a des histoires... il y a des très très belles boîtes qui ont des racines, on en a parlé tout à l'heure, qui sont parties à l'international, etc. Donc la raison d'être, ça doit être vrai. Hier,
aujourd'hui et demain. Donc ça doit être vos racines, votre présent et votre étoile polaire, où vous allez aller. Donc là, voilà, je ne vais pas vous faire toute une présentation sur la raison d'être, mais en quoi c'est utile ? Ça permet surtout de se dire, en fait, qu'est-ce que je vais projeter à l'extérieur ? Quel est le sens de ma boîte ? C'est quoi l'impact de cette boîte ? Et sincèrement, les jeunes populations, alors c'est souvent ce qu'on dit. On dit oui, les jeunes, ils sont très sensibles. Moi, je peux vous dire, je suis plus jeune, mais je suis hyper sensible à ça. Moi, toute ma vie professionnelle, ça a été l'emploi, l'éducation, l'immobilier, parce que c'est au cœur des préoccupations des Français, des gens. Et donc ça me parlait, j'avais envie d'être utile. Donc ça parle à plein de personnes. Mais donc je pense que ça, à mettre en avant, c'est un moyen évidemment d'expliquer ce qui est vraiment l'entreprise de manière sincère. Voilà. J'ai pris dans les médias, il y a un groupe qui a fait ça super bien, c'est Ouest France. Donc j'en profite, on est dans l'Ouest. La raison d'être de Ouest France, vous la connaissez ? Informer, éclairer et relier les citoyens en toute indépendance pour préserver les valeurs de la démocratie. C'était vrai du temps de Pierre-Yves Ettelin, il y a, je sais pas, des années. C'était vrai il y a 20 ans, c'est vrai aujourd'hui, et ça sera probablement vrai dans 20 ans, puisqu'en plus Ouest France, ça n'appartient pas à un groupe privé, c'est une fondation. Donc voilà. Donc on voit dans leur raison d'être, vraiment, et j'en parlais à la journaliste qui m'a très gentiment interrogé pour annoncer cette conférence, et oui, elle me dit, oui, c'est vraiment ça, on le vit. Ce qui est écrit dans la raison d'être, c'est vraiment ce qu'on vit, et je pense que les collaborateurs, évidemment, ont été associés à ce travail. Donc après, ce qui est très important aussi, c'est de mettre en avant ce que vous apportez, évidemment, comme avantage, mais comme flexibilité. Est-ce que vous êtes ouvert ou pas au télétravail ? Si vous êtes ouvert au télétravail, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut vous permettre d'aller sur des territoires un peu plus larges que votre territoire d'origine. Avant, si vous ne faisiez pas de télétravail, vous alliez recruter juste au niveau extra-local. Alors, pour les métiers qui peuvent faire du télétravail, évidemment. Mais évidemment, tout ça, c'est des questions importantes à se poser. Bon, les avantages, évidemment, vous n'êtes pas obligé de copier les startups qui font des semaines de 4 jours ou des congés illimités, parce qu'ils l'affichent. Dans la réalité, il y a rarement des congés illimités dans ces sociétés. Mais c'est une manière, encore une fois, de se différencier. Voilà. Donc l'idée, c'est pas de copier, c'est de s'inspirer et surtout d'être bien en phase avec ce qu'est évidemment l'entreprise, pour qu'il n'y ait pas à l'arrivée de déception et de décalage entre ce que vous avez projeté à l'extérieur et ce que vous avez à l'intérieur. Mais pensez à un produit marketé, c'est pareil. Si votre produit, vous marketez un produit et puis qu'en fait, c'est pas du tout ce que le consommateur va récupérer, il va pas racheter votre produit. Mais là, c'est pareil. Même si je considère évidemment pas du tout les candidats comme des produits, mais c'est dans la démarche une manière évidemment de les appréhender. Deuxième élément, alors, qui a un ATS dans la salle ? D'accord. Donc là, on était à 90% tout à l'heure sur Pôle emploi. Là, on doit être à 20%, je pense, 15-20%. Alors, qu'est-ce que c'est un ATS ? Donc, c'est un outil, ça veut dire Application Tracking System, mais en fait, c'est un outil de gestion de candidature. Pourquoi je vous en parle ? C'est pas un outil de demain, c'est un outil déjà d'aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Mais pour moi, ça devient indispensable. C'est-à-dire que comme vous allez devoir, peut-être qu'avant, vous passiez que dans un support, ou que dans un ou deux sites Internet. Si vous passez dans plein d'autres supports, vos équipes ne peuvent pas saisir X fois les offres d'emploi, c'est pas possible. Donc il faut vraiment avoir un ATS. Et deuxième élément, surtout, l'ATS vous permet de tracer, c'est le nom, tracking, l'origine et la qualité des candidatures. Donc c'est hyper intéressant, parce que l'idée, c'est pas de dépenser pour dépenser, c'est de dépenser effectivement, peut-être investir plus, mais de bien tracer toutes les candidatures. Donc là, il y a plein d'ATS sur le marché. Moi, je vous en cite un. Pareil, je suis pas actionnaire, j'ai fait connaissance d'ailleurs parce que je les ai appelés parce que je trouvais qu'il était vraiment bien fait. C'est Digital Recruiters. Il est très adapté si vous êtes en multimarque ou en multisite. Et surtout, la différenciation qu'il a peut-être par rapport à d'autres, il fait exactement les mêmes fonctionnalités que tous les autres sites, mais c'est surtout si vous êtes un peu perdu sur justement votre propre site carrière. On parlait de la marque employeur juste avant. Ils ont un module qui permet de faire son site carrière et ils accompagnent plutôt pas mal sur le sujet. Donc voilà pour un outil qui devient indispensable. C'est-à-dire que dans 1 an, dans 2 ans, je pense que si je refaisais la même conférence, je pense que tout le monde lèvera la main en disant oui, j'ai un ATS.
Troisième outil qui peut être super utile, c'est un outil de multidiffusion. Voilà, vous voulez pas diffuser, ressaisir vos offres partout. Donc, qu'est-ce que fait un outil de multidiffusion? Donc, je cite un exemple qui est Talentplug, que je connais bien. Donc là, vous avez plein d'autres noms d'ATS, du coup, qui sont présentés. Donc, eux, ils se relient aux ATS. Donc, vous allez saisir vos offres d'emploi sur votre ATS. Et automatiquement, Talentplug va projeter vos annonces sur tous les sites partenaires de Talentplug. Donc évidemment en fonction des contrats que vous avez, si ce sont des sites payants, mais également, on parlait de Pôle emploi et de l'APEC. Si vous ne le faisiez pas jusqu'à maintenant, automatiquement vos annonces se retrouveront sur ces sites-là. Donc vraiment gain de temps, gain d'efficacité, et en plus ça coûte pas très très cher. Je crois que c'est 200 ou 300 € par mois par utilisateur. Donc par rapport au gain de temps, si vous êtes obligé d'avoir un salarié qui fait ça, saisir les annonces partout, vous gagnerez évidemment pas mal en efficacité. Quatrième sujet, qui est un peu plus technique, j'ai pris plus le temps avec les journalistes de Ouest France justement sur ce sujet-là, et c'est un autre sujet qui est complètement inspiré du marketing et de la pub, c'est ce qu'on appelle le recrutement programmatique. Donc qu'est-ce que c'est? Là, l'idée, c'est pas de diffuser vos offres d'emploi sur des sites que vous avez choisis vous, c'est de confier vos offres d'emploi. Alors, j'ai cité le leader, faut être fier, c'est à la fois le leader français, leader européen du recrutement programmatique en France, qui s'appelle Golden Bees, c'est une société française. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre vos offres d'emploi et l'algorithme de Golden Bees va les exposer sur tous les carrefours d'audience pour à la fois toucher des candidats passifs et des candidats actifs. Et l'algorithme, en fonction des résultats en temps réel, en termes de candidature, va réorienter vos budgets là où ça rend le mieux. Voilà. Alors ça, vous allez me dire c'est révolutionnaire, pas du tout. Dans la pub, c'est ce qui se passe tous les jours. Je vais peut-être pas citer le site de Ouest France, je vais citer le Telegram. Si vous allez sur le site du Telegram, et vous avez la publicité, vous avez de la pub à différents endroits, la plupart des publicités que vous voyez sur les sites ne sont pas achetées par l'annonceur sur tel ou tel site. L'annonceur, il va dire, je cherche telle ou telle cible, et les algorithmes publicitaires vont aller exposer ma publicité un peu partout, avec des systèmes d'enchères. Et c'est ce modèle-là qui a été repris par Golden Bees pour l'adapter au marché du recrutement. Alors, ça vaut le coup si vous avez un budget quand même de quelques K euros. À partir de 5 000 €, ça commence à valoir le coup, 10, 15 000, parce qu'il faut quand même du volume pour que ça soit efficace. Mais j'en parle évidemment parce que ça, c'est pour le coup, c'est aussi un outil de demain et qui est très prometteur. Cinquième outil, je vais accélérer pour pas être trop long, un outil, là pour le coup, qui permet de recruter sans CV. Alors, moi, ça fait 20 ans que j'entends parler de recrutement sans CV. Là, ce qui est intéressant dans cet outil, donc ça s'appelle Maki, comme les maquis. Du coup, d'ailleurs, le site, c'est pas Maki, parce que si vous faites Maki sur Google, vous allez tomber sur les sushis, évidemment. En fait, ça s'appelle Maki People. C'est une start-up qui, à mon sens, moi, je trouve, c'est une des plus prometteuses dans la HR Tech, parce qu'elle elle fait, en fait, si vous voulez, elle va se mettre derrière vos offres d'emploi, et au lieu de demander le CV aux candidats, elle leur fait passer les tests. Donc c'est vous qui allez définir avec Maki les tests dont vous avez besoin. Donc test de soft skills. Pour tel métier, j'ai besoin que le candidat ait telle compétence. Voilà. Et pas des compétences par rapport à son CV, mais des compétences qu'on appelle MOL en anglais, soft skills, c'est pas très joli. Mais donc ils ont fait une batterie de tests avec pas mal d'experts pour plein de métiers. L'autre élément qui est intéressant, c'est qu'ils utilisent aussi des tests pour voir si la culture, les valeurs du candidat sont en adéquation avec votre culture d'entreprise. Le seul préalable pour utiliser cet outil, c'est justement de faire ce qu'on a dit tout à l'heure, de travailler en amont, sa culture d'entreprise, et d'être capable aussi sur différents postes de définir les soft skills attendus au-delà des compétences. Voilà. Ensuite, sixième outil, plaisir à Marie-Laure, parce qu'elle connaît bien, la cooptation. Alors, je voulais parler de la cooptation en général. Cooptation interne, c'est hyper important. Ça, vraiment, faites-le. J'ai mis en bas collaborateur, ambassadeur, influenceur, tout le monde y va de ces mots. Mais enfin, si vous demandez à vos collaborateurs de mettre les offres d'emploi de la société sur les réseaux sociaux, etc., n'hésitez pas à les incentiver. C'est ça la cooptation. Donc, je pense que vous le faites déjà probablement dans certaines sociétés. Et donc, faut pas hésiter. Vous pourriez le faire pour vos produits. Parfois, on va dire, on va rémunérer des apporteurs d'affaires. Ça existe dans le business. Là, pourquoi ne pas rémunérer des apporteurs de candidats
vu que c'est la guerre des talents. Donc, cooptation en interne, et cet outil My Job Company est intéressant parce qu'ils font aussi de la cooptation externe. Donc eux, en fait, ils ont un réseau de coopteurs. Les gens ne sont pas spécialement dans votre société, mais par contre, ils peuvent connaître des gens qui pourraient correspondre à ce que vous recherchez. Et donc, les coopteurs, ensuite, sont récompensés. Donc, il y a des primes. Là, je crois que sur My Job Company, ça va de 300 € à 1 300 €. Donc, c'est vous qui décidez. Évidemment, la prime est partagée entre le coopteur, la communauté et My Job Company. Et My Job Company est vendu en marque blanche pour les sociétés pour faciliter leur cooptation interne. Tout à fait. Merci d'avoir complété. 7e, l'intérim 100% digital, c'est en plein boom. Vous connaissez sûrement les grands de l'intérim. Il y a plein d'acteurs. Donc là, j'en ai pas choisi un. Je suis incapable de dire celui qui va gagner à la fin. J'en sais rien. Donc je cite GoJob, EasyWork, Mr Temp, Kappa qui vient d'être acheté par Adecco, Side, Bruce. Donc ça, c'est 6 plateformes d'intérim 100% digital. Et puis vous avez aussi, par exemple, pour des missions de courte durée, une plateforme qui s'appelle Badakan, ou Badakan, je ne sais pas comment on prononce. Brigade aussi, vous connaissez peut-être si vous êtes dans l'hôtellerie-restauration ou le sanitaire médico-social, parce qu'ils sont quand même très... Donc là, c'est pour des collaborations ponctuelles, très courtes. Et puis, je cite StaffMe, qui met en relation les entreprises avec des jeunes freelance, mais pour moi, c'est plus une introduction vers le leader français européen du freelance. Ça tombe bien, il est français, produit en France. Malte, vous le connaissez sûrement. Alors pourquoi je vous parle des freelances ? Tout simplement parce qu'à un moment, quand on n'arrive plus à recruter en CDI, sur certains types de postes, en plus sur des missions qui sont, je sais pas, vous devez complètement repenser votre stratégie digitale, Internet, etc. Est-ce que vous avez besoin de gens en CDI ou est-ce que vous avez besoin ponctuellement d'un renfort ? Pensez freelance. Alors c'est compliqué, hein, Malte a mis du temps à décoller. En fait, ils sont en train d'exploser là avec la crise sanitaire, avec le Covid, parce que voilà, les RH préféraient, moi le premier, hein, quand j'étais patron de la société que je dirigeais, je préférais avoir des gens en CDI ou en CDD. Donc pensez freelance. Ils viennent de racheter d'ailleurs Comatch, qui est le leader du consulting aussi en Allemagne. Et donc ils ont beaucoup d'ambition et sincèrement, ça peut vous permettre aussi, quand vous êtes vraiment complètement scotché sur certains types de recrutement, de basculer sur le freelance. Je vous parle, 9e point, aussi de la formation. Quand on n'arrive pas à recruter, dans certaines zones, alors c'est peut-être pas le cas partout où vous êtes, ça vaut le coup aussi, on parlait de Pôle emploi tout à l'heure, d'aller les voir ou d'aller justement travailler sur... alors, je vais parler de l'alternance. Là, vous n'avez pas besoin d'aller Pôle emploi, hein, vous pouvez évidemment gérer vos alternances, mais... pour soit ce qu'on appelle le upskilling, c'est la montée en compétences de ces équipes en les formant. Et là, il y a plein d'outils, évidemment, sur Internet, plein d'outils digitaux. Je cite le leader mondial qui est français, qui s'appelle Open Classroom. Mais sincèrement, il y en a plein d'autres. Et en particulier, d'ailleurs, sur le reskilling. Reskilling, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Donc, c'est ce qu'on appelle la reconversion. Donc, vous allez prendre, par exemple, des demandeurs d'emploi qui vont être formés. Ce n'est pas des formations longues, hein, c'est des formations de 2-3 mois. Mais qui vont leur permettre d'apprendre un métier et vous allez faire une promesse d'embauche en voyant les candidats en amont. Ils sont formés et 2-3 mois après, vous allez pouvoir les embaucher. Et en plus, Pôle emploi adore ça parce qu'ils vont vous évidemment financer tout ou partie de ces formations, des formations courtes qui permettent d'apprendre un métier. Alors, il y a des acteurs français, par exemple comme Fitech, qui est un acteur national. Il y a des acteurs locaux aussi, produits en Bretagne. Je ne sais pas si vous connaissez Evosim, qui est à Rennes, qui a été cofondé à la fois par un Rennais et un Lorientais. Mais ça vaut vraiment le coup, voilà, d'ouvrir ses chakras, se dire j'arrive pas à trouver. À un moment, il y a des demandeurs d'emploi, essayons d'aller en trouver, de les former. Même principe que l'alternance, mais pour des postes et pour des gens qui ont un peu plus d'expérience. Voilà. Donc c'est vraiment une tendance qu'il faut pas négliger et qui, à mon avis, a beaucoup d'avenir, d'autant que certains candidats à la présidentielle nous annoncent que le taux de chômage qui est à 7,4, ils veulent le faire descendre à 5%, enfin c'est en particulier le président de la République. Le seul moyen de le faire, ça sera de faire du reskilling. Voilà, dernier point, outil d'après-demain, le métaverse. Alors, on va pas en parler parce que déjà là, l'heure tourne, donc je vais m'arrêter. Métaverse, ça veut dire méta au-delà, verse de l'univers, donc c'est au-delà de l'univers, vous voyez, on a un peu le temps. Un outil d'après-demain, je ne sais pas ce que ça donnera.
Second Life, qui était l'antécédent, ça n'a jamais marché. Les avatars, ça fonctionnait pas. Donc à voir. Et les big tech de l'internet vont mettre beaucoup d'argent dessus, donc on verra. Mais sincèrement, avant de vous prendre la tête sur qu'est-ce qu'on va faire comme avatar dans le métaverse, vous avez vu, il y a plein d'outils qui sont à votre disposition. En revanche, si on vous en parle, parce que ce qui est compliqué, c'est que l'emploi, ça parle à tout le monde. Donc j'imagine que dans vos sociétés, il y a toujours quelqu'un qui vient vous dire « Ah mais moi je connais ça, pourquoi t'as pas essayé ça ?» etc., etc. Voilà, il y a un super article sur Cadre Emploi qui explique justement le recrutement dans le métavers, ce qui attend les candidats ou pas. Il y a des très bons témoignages de DRH, opérationnels, etc. Et moi-même, j'ai appris plein de trucs dans cet article. Voilà, donc je vous l'ai mis pour que ça puisse ouvrir vos chakras. Voilà, donc en conclusion de tout ce que je viens de vous raconter, je voulais finir sur 3 choses. 1, vous l'avez compris, ça coûte plus cher de recruter dans un contexte de guerre des talents. Donc il faut quand même se donner les moyens d'investir. Ça ne veut pas dire qu'il faut investir n'importe comment, ça ne veut pas dire qu'il faut justement pas tracer tout ce que vous faites parce que voilà, vous avez besoin d'avoir un retour sur investissement. Mais le capital humain, dans le capital humain, il y a capital, il faut investir. Et ça, c'est pour ça que je vous ai parlé du contexte tout à l'heure. Sincèrement, aujourd'hui, faut mettre un petit peu d'argent sur la table. Et ça, vous avez besoin dans les budgets d'en parler avec les opérationnels, avec vos patrons et de leur faire comprendre que ça sera de plus en plus compliqué de recruter sans dépenser 1 euro. Voilà. Vous êtes super bons, vous êtes des talents du recrutement, mais ça suffira pas. Deuxième élément, et qui est le corollaire, il faut faire ce qu'on appelle du talent hacking. En marketing, on appelle le gros hacking, c'est d'aller chercher la croissance. Et bien là, il faut aller chercher les talents. Vous avez compris, c'est tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui. Et aller chercher les talents, c'est être beaucoup plus agressif. On est dans un marché, en plus, en particulier sur Internet, qui est un marché de l'attention. Vous êtes peut-être comme moi beaucoup sur votre téléphone. Il faut capter les gens. Donc il faut être beaucoup plus, on va dire, push dans votre approche. Et c'est comme ça que vous arriverez évidemment à recruter de manière efficace. Et puis le dernier point, je le garde pour la conclusion de tout à l'heure, parce que sinon ça va être trop long. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les outils de recrutement. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Thibaut.